La Grèce, ça passe ou ça casse. Le gouvernement de coalition a adopté la nuit dernière le plan d'austérité renforcé réclamé par l'Union européenne en échange de son soutien financier. Le Parlement grec doit encore valider ce texte dimanche, mais la rue affiche son opposition et les syndicats leur détermination. Angela Merkel, caricaturée en Asie, à la une des journaux ce matin à Athènes. Sur le Parthénon, berceau de la démocratie, une banderole géante contre la dictature de l'Europe. Des réactions au nouveau plan d'austérité exigé par l'Union européenne et le FMI et approuvé hier soir tard par le gouvernement. Sans ces mesures, la tranche de 130 milliards d'euros d'aide ne leur sera pas versée. Un accord dans la douleur, puisque 6 ministres de la coalition ont déjà démissionné. Notre pays ne se rendra pas. La Grèce ne va pas rendre les armes. Je ne peux pas voter ce texte. Grève et manifestation à nouveau ce matin dans Athènes. Car le nouveau plan de rigueur est particulièrement drastique. Baisse de 22% du salaire minimum, suppression de 150 000 postes de fonctionnaires, réduction des retraites. Difficile à avaler pour le peuple grec. Ce plan ne devrait pas passer. Ils n'auraient jamais dû accepter cela. Ils ne l'ont même pas lu. Si vous aimez Sarkozy et Merkel, alors ça va. Car ce sont eux qui constituent le gouvernement grec aujourd'hui. Alors que les manifestants convergent vers la place du Parlement, où demain le vote doit avoir lieu, on redoute de nouveaux heurts. Car hier, forces de l'ordre et manifestants se sont violemment affrontés. Le massacre organisé des opposants à la dictature continue en Syrie et tout particulièrement dans la ville de Homs, devenue à la fois chef-lieu de la résistance mais aussi symbole du martyre des insurgés. Selon des sources proches de l'opposition, des centaines de civils ont été massacrés dans les bombardements et les attaques à l'arme lourde opérées depuis plus d'une semaine sur certains quartiers. La ville d'Alep est à son tour en proie à la déstabilisation après le double attentat meurtrier perpétré vendredi. Des tirs y ont été entendus. Les forces fidèles à Bachar el-Assad s'y seraient déployées en masse. Enfin, selon l'agence d'État Sana, c'est un général de l'armée qui a été assassiné ce matin en plein Damas par un groupe de terroristes. L'an 1 de l'après-Moubarak en Égypte. Le 11 février 2011, Hosni Moubarak était démissionné de son poste de président par la junte militaire sous la pression de la rue. Un an après, la coalition des généraux à la tête de laquelle officie le maréchal Tantawi ne semble pas avoir renoncé aux vieilles habitudes de ce régime autoritaire peu enclin à la démocratie. Les militants égyptiens ont donc appelé à une journée de grève générale ce samedi dans tout le pays pour réclamer le départ des militaires. Des manifestations sont prévues dans plusieurs grandes universités, mais le Conseil suprême des forces armées a d'ores et déjà averti qu'il ne céderait ni aux menaces ni aux pressions. En Iran, le président Ahmadinejad a célébré le 33e anniversaire de la révolution islamique en prononçant une allocution très mesurée comme à son habitude. Il a affirmé que son pays ne capitulerait jamais face au langage de la force, mais a également annoncé l'inauguration prochaine de plusieurs projets nucléaires. Un discours prononcé en présence d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas à Gaza, qui a redit son opposition à l'existence d'Israël. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines et ont lâché leur équipage au moment du naufrage. Depuis le 13 janvier 2012 et la perte du Concordia, l'image du capitaine est largement écornée. On est loin de la légende des siècles et plus proche des pieds nickelés comme en témoignent ces dernières révélations. Un mois après son naufrage, le Costa Concordia est toujours dans l'eau et sous la neige. Un nouvel élément va sans doute aider la justice dans son enquête. Des images amateurs tournées sur la passerelle de commandement pendant l'accident. On entend le commandant Schettino, ici cerclé en rouge, parler avec ses officiers. Attendons un peu, laissons le bateau dériver vers les eaux moins profondes. On pourra jeter l'ancre, au pire, on pourra s'échouer, on va voir. Fermez les portes étanches, fermez-les, vite, tout de suite, tout de suite. Un de ses officiers lui indique que les passagers commencent à avoir peur. Commandant, les passagers montent d'eux-mêmes dans les chaloupes. Laissez-les faire. Est-ce qu'on déclenche l'alarme générale? Attendez, attendez. À ce moment-là, l'officier donne l'ordre d'évacuer sans attendre la décision du commandant. Abandonnez le navire. La suite, on la connaît. Le bilan du drame est toujours de 17 morts, 15 disparus. Le commandant et son second sont pour le moment les deux seules personnes poursuivies dans cette affaire.
Pas question de sombrer en revanche pour les rugbymen français. Le 15 tricolore devra aller au charbon ce soir face aux Irlandais pour tenter de décrocher son deuxième succès dans ce tournoi 2012 et essayer également de réchauffer des spectateurs promis à l'ambiance polaire du Stade de France. Bonnet et survêtements chauds de rigueur. Mais la neige n'a pas rebuté les joueurs du 15 de France qui ont bravé les conditions climatiques exécrables. Cette semaine à Marcoussis, les Bleus ont multiplié les phases de jeu sur un terrain souvent gelé. Le froid ennemi des rugbymen sévira ce soir au Stade de France où on annonce moins 8 degrés et des rafales de vent à 30 km/h au coup d'envoi. Et c'est pas terrible pour les appuis parce que les crampons glissent et quand on tombe sur le gelé, c'est pas non plus très sympa. On souffre quand même pas mal du froid et c'est vrai que samedi soir ça risque de piquer un petit peu, il faudra vraiment rester chaud. Ce froid intense n'a pas empêché Philippe Saint-André de faire pratiquer à ses joueurs le jeu de main. Le manager du 15 de France a dû aussi gérer les fatigues accumulées par les avants tricolores. Pas très conquérants face à l'Italie, les vice-champions du monde devront retrouver leur agressivité déployée lors du dernier mondial pour repousser ces Irlandais pugnaces et bien en place. On a pas mal de choses à assimiler avec le nouveau staff, avec l'intégration de quelques nouveaux joueurs, donc on n'est pas encore au niveau de maturité des Irlandais. Le palmarès de France-Irlande se résume à 8 victoires françaises lors des 10 derniers matchs. Courage et détermination seront les deux ingrédients pour espérer l'emporter dans la glacière de Saint-Denis.